Gros sourire d'eau, les cours d'histoire géo sur le tas. Ouais. Oh, hey, salut les loulous. L'Allemagne, avant les vilains nazis, qu'est-ce que c'était? Bah ouais, parce qu'en général, on n'en sait pas grand-chose, et moi, en tout cas, avant, je savais pas. Ça vous intéresse à mort, non? Sinon, je peux faire un tuto make-up. Donc, pour se mettre un peu dans le bain... L'Allemagne, au 19e siècle, c'était un pays tout neuf. Avant, c'était un espèce de patchwork tout dégueulasse, tout moche. Mais une fois unis, les Allemands ont commencé à se développer et à s'industrialiser. Et qui dit industrialisation dit classe ouvrière, et qui dit classe ouvrière dit marxisme. Pour ceux qui savent pas, Marx c'est un vieux bonhomme qui est la base de la philosophie du communisme. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est que le communisme, ils vont se faire foutre. Ou alors ils regardent dans Indico. Et le communisme, ce n'est pas que Staline, parce que, qu'on se le dise, l'URSS c'était du communisme en carton. Marx, quand il veut du communisme, il veut une vraie justice et une société plus égalitaire et compagnie. Voilà. Bon, l'URSS c'était un peu du caca à côté. Donc ces idées-là, elles plaisent à la classe ouvrière, et ça permet le développement du socialisme et des syndicats. Donc en Allemagne, de la fin du 19e siècle à la fin du 20e siècle, ça bouge beaucoup. Et l'Allemagne a changé de régime politique aussi souvent que ma grand-mère a changé de mari. Donc c'est vraiment beaucoup. De 1871 à 1918, c'est l'Empire. De 1919 à 1933, c'est la République de Weimar. De 1933 à 1945, le nazisme. De 45 à 49, l'occupation des Alliés. De 49 à 90, la RFA et la RDA. Tout commence en 1975 avec la fondation du SAP lors du congrès de Gotha, Parti socialiste allemand des ouvriers. Ce parti s'inspire des idées de Marx mais est aussi un peu réformiste. Les réformistes veulent faire voter des lois par le gouvernement actuel pour améliorer la qualité de vie des ouvriers. De l'autre côté, les révolutionnaires, eux, voudraient plutôt péter le gouvernement actuel pour faire un nouveau gouvernement sur des bases qui leur seraient propres. Bismarck, le chancelier de l'époque, a peur des socialistes parce qu'ils gagnent de plus en plus de pouvoir étant donné qu'il y a de plus en plus d'ouvriers. Bismarck, c'est le chancelier de l'époque, c'est comme un président. C'est ça, hein? Un premier ministre, mais vu qu'il y a un mec à la place. Plutôt comme un premier ministre parce qu'il y a un mec au-dessus de lui, mais le mec au-dessus de lui, il prend pas vraiment de décision, donc on va dire que c'est le président. En 1978, Bismarck né, il fait voter des lois antisocialistes. Ces lois interdisent aux socialistes de s'associer et de faire des manifestations. C'est pas très démocratique, hein. Mais d'un autre côté, il leur laisse la possibilité de se présenter aux élections. Donc Bismarck, pour ne pas trop les mettre en colère, de 1883 à 1889, fait voter des lois pour les ouvriers. Pour montrer que l'État veut protéger les ouvriers, leur offre des assurances maladie, des retraites, des indemnités en cas de pépin, voilà, bref. Et ça, c'est des cadeaux. Oh, un cadeau. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est génial. Une caméra. Oh, trop bien. Ouais. Du coup, les lois sociales ne suffiront pas pour calmer l'ascension du socialisme. Bismarck sera tellement dégoûté qu'en 1890, il démissionnera et va carrément abolir les lois sociales, les petits cadeaux qu'il avait offerts, et il va les reprendre. Ce mec, il est pas super sympa quand même, hein. Moi, je porte pas dans mon cœur, à titre personnel. Après, peut-être voilà, qui sait. Alors après ça, l'État comprend bien qu'on peut pas vraiment stopper le socialisme et annule les lois antisociales. En 1991 se tient le congrès d'Erfurt. Ça c'est important parce que le socialisme va se reformer sous le nom du SPD. Et le SPD sera complètement réformiste. Eux ne veulent pas faire la révolution. Du coup, en 1912, le SPD a déjà beaucoup de succès et devient le premier parti du Reichstag, le Parlement allemand. Alors maintenant, on va se pencher un peu plus sur le syndicalisme. Le syndicalisme, c'est un mouvement de défense des ouvriers face aux patrons et aux dirigeants politiques. Donc en Allemagne, c'est en 1878 que Bismarck rend possible la formation de syndicats. Parce que bon, les ouvriers, on peut pas les bâillonner indéfiniment, il y a forcément un moment où ils s'énervent et ils se mettent à tout casser comme des gens pas contents. Donc les syndicats, eux, préfèrent faire du réformisme, parce que la révolution, ça fait de la violence, et la violence, ça fait du mal, et le mal, ça rend malheureux, et quand on est malheureux, c'est pas agréable. Bref, en 1892, les syndicats allemands sont fédérés, toutes professions confondues. Donc les chefs de syndicats entrent au SPD, comme quoi le socialisme et le syndicalisme, ils vont de pair. Sur tout ce petit monde arrive la Première Guerre mondiale, et là, ça va tout de suite moins bien. En 1914, le SPD et de son côté le Parti socialiste français votent les crédits de guerre. En gros, ils sont d'accord pour faire la guerre. Pourtant, à l'origine, les deux partis socialistes étaient plutôt pacifistes, mais Jean Jaurès, le chef du courant pacifiste français, s'est fait assassiner. Et il en est mort. Et après ça,
changent d'avis. En prenant cette décision, le SPD se rallie à l'Union sacrée allemande. Tous les partis disent être soudés et cessent de se chamailler entre eux. Sauf qu'au bout d'un an, des divisions apparaissent dans le SPD et certains membres regrettent déjà d'être entrés en guerre. Un nouveau parti est lancé en 1917 sous l'influence de la Révolution russe. L'USPD, dont font partie deux anciens membres du SPD, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Donc dans l'USPD, il y a une branche gauche qui est communiste, les spartakistes. Les spartakistes, eux, ne sont pas réformistes mais sont révolutionnaires. Et Karl et Rosa font partie de ce parti dans un parti. Parce que les spartakistes, en fait, ils font partie de l'USPD. Et du coup, Karl et Rosa font partie du parti dans un parti. Et du coup, l'Allemagne perd la guerre, ce qui remue beaucoup le petit bordel qui était déjà là. Ce qu'il se passe, c'est que le 9 novembre 1918, Guillaume II abdique et l'Empire disparaît. Maintenant, c'est la République de Weimar. Donc les spartakistes, vu que c'est des révolutionnaires, ils essayent de faire une révolution. Ils créent donc des soviets. Les soviets, c'est des groupes de paysans et de soldats qui sont motivés pour aller péter la tronche au SPD et pour prendre le pouvoir. De leur côté, les patrons, vu qu'ils n'aiment pas trop le communisme, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de soudoyer plus ou moins les ouvriers en leur offrant des baisses d'heures de travail. Le 1er janvier 1919, l'Allemagne est en guerre civile. Elle est déchirée entre le SPD et les spartakistes, socialistes et communistes. Les spartakistes profitent de cette révolution pour créer le Parti communiste allemand, le KPD. L'USPD se désintègre et ses anciens membres rejoignent le SPD. Le chancelier Hébert, issu du SPD, décide d'envoyer l'armée et les corps francs sur la tronche du KPD. Les corps francs, ce sont des anciens combattants qui détestent le communisme et qui par ailleurs deviendront la milice du nazisme, les SA. Alors du 5 au 15 janvier 1919 a lieu la semaine sanglante. Les communistes se font massacrer à Berlin, Karl et Rosa meurent, c'est triste. Donc après ça, en Allemagne, les socialistes et les communistes sont clairement divisés. Et le SPD à la tête de la République de Weimar, c'est un gouvernement un peu fragile qui est menacé par deux grands ennemis. D'un côté, le nationalisme qui menace de coup d'état parce qu'ils sont potes avec l'armée, qui en plus accuse le SPD d'avoir causé la défaite de l'Allemagne pendant la guerre et d'avoir signé le traité de Versailles qui a quand même pas mal ruiné le pays. De l'autre côté, les communistes qui veulent tout casser pour faire une révolution et instaurer un régime bolchevique sur le modèle de Lénine en URSS, sans compter qu'il y a une fracture dans les syndicats. D'un côté, les syndicats socialistes réformistes, de l'autre, les syndicats révolutionnaires communistes. Alors voilà, on est arrivé à un point assez chaud dans le bordel, mais c'est loin d'être fini. On rajoute donc là-dessus la crise économique et la montée du nazisme. Cette fameuse crise de 1929 qui vient des États-Unis et qui frappe très durement l'Allemagne. Elle va fortement faire chuter la production industrielle de l'Allemagne et faire exploser le taux de chômage. Plus de 25% de la population active sera au chômage. Donc forcément, les gens sont mécontents des politiques et ont tendance à voter pour les extrêmes, avec l'extrême gauche, le KPD, ou l'extrême droite, le NSDAP, le futur parti d'Adolf Hitler. Les deux partis se friteront d'ailleurs pas mal la tronche, avec des coups de gueule médiatiques et aussi des combats de rue et tout ce qui va avec. Manque de bol, la division de la gauche permettra au NSDAP de récolter plus de voix aux élections, parce que le KPD à la botte de l'URSS recevra l'interdiction de s'allier au SPD, car Staline les considère comme des socialistes en carton. En effet, le KPD est très lié à l'URSS et reçoit ses directives du Comintern, un organisme créé par Lénine qui sert à diriger les partis communistes à l'étranger. En 1932, aux élections législatives, les élections des membres du Parlement, le NSDAP, le parti d'Hitler, l'extrême droite, recevra 33% des voix. Et ça, en termes d'analyse politique, c'est beaucoup. Il devient donc le premier parti du Reichstag. En 1933, Hitler est nommé chancelier par Hindenburg. Donc avec l'extrême droite de Hitler au pouvoir, les communistes et les socialistes vont passer un sale quart d'heure. C'est l'incendie du Reichstag qui servira de prétexte aux nazis pour dissoudre le KPD, les syndicats et les partis politiques. À partir de là, l'Allemagne plonge dans le totalitarisme. Adieu la République de Weimar et la démocratie. Une partie des responsables du KPD et du SPD seront envoyés en camp de concentration, d'autres arriveront à rejoindre la résistance interne et d'autres encore s'exileront. Deux grands mouvements de résistance interne sont lancés, un socialiste, New Beginner, et un communiste, Orchestre Rouge. Voilà, donc on récapitule. Les débuts du socialisme et du syndicalisme, c'était pas hyper facile. Pendant la Première Guerre mondiale, la gauche commence à se diviser et éclate complètement pendant la Semaine sanglante. Les socialistes n'arrivent plus à retenir les communistes et font appel à l'extrême droite qui finira par les bouffer. Arrive la Seconde Guerre mondiale, les socialistes et communistes se font massacrer. En alternative, la fuite ou la résistance. Moi, perso, j'aurais choisi la résistance. Ou la fuite. Dans le prochain épisode, on verra l'Allemagne coupée en deux, puis réunifiée, et ce qu'il en est de la gauche allemande après tout ce bordel. Ça va être palpitant. Il est mort. Ça a coupé. Donc, en 4... Bref. Oh.
mais c'est l'assassinat de Jean Jaurès, le chef du courant pacifiste français, qui s'est fait assassiner. Plein de phrases, ça taxe. Il y en avait une qui était bonne, non? Bah non. Je suis désolé de te le dire, non. Le copulisme. Le copulisme. Tu peux faire copulisme et te reprendre populisme. Hein. Le patron n'aime pas trop le copulisme. Non, c'est tout pourri. J'ai l'air de souffrir là. Tu peux. L'extrême droite recevra 33% des vues. Des vues. Ah, il a eu trop de vues quoi.